Bonjour, alors aujourd'hui un cours de troisième en histoire sur le monde d'après 1945, donc l'affirmation et la mise en œuvre du projet européen. Donc aujourd'hui nous allons parler de la construction de l'Europe, la construction européenne, et le thème de notre premier chapitre, ce sera penser et construire l'Europe au temps de la guerre froide. Alors nous allons aborder différentes questions. Donc il y a quelque chose qui est assez surprenant dans l'histoire de l'Europe, ce qui va devenir un jour l'Union européenne. On verra qu'elle a changé de nom. Elle s'est d'abord appelée l'ACK en 1951, puis après aujourd'hui l'Union européenne. Ce qui est assez surprenant, c'est que le début de la construction européenne commence très peu de temps après la Seconde Guerre mondiale. 1940-45, la France et l'Allemagne s'affrontent. 1950-51, la France et l'Allemagne construisent la première unité de l'Europe, donc juste après la Seconde Guerre mondiale. Et au départ, ce sont 6 pays, la France, l'Allemagne, l'Italie, et ce qu'on va appeler les pays du Benelux, Luxembourg, Belgique, Pays-Bas, qui vont s'unir au sein d'une première union de l'Europe. Donc on va essayer de répondre à cette question. Pour quelles raisons l'unité de l'Europe s'est-elle mise en œuvre peu de temps après la Seconde Guerre mondiale? Il y a un problème de date qu'il nous faudra expliquer très rapidement. Alors, nous allons d'abord voir cette première construction de l'Europe, et pour cela il faut parler d'un monsieur, il s'appelle Robert Schuman. Robert Schuman, c'est lui. C'est Robert Schuman, il est ministre des Affaires étrangères françaises, et en 1950, le 9 mai 1950, il lit dans le salon de l'horloge du ministère des Affaires étrangères à Paris, un discours qui a été rédigé par ce monsieur-là, Jean Monnet, qui est considéré comme le père de l'Europe, le fondateur de l'idée européenne après 1945, en tout cas un de ses principaux initiateurs. Et donc nous allons lire le discours de Robert Schuman, écrit par Jean Monnet. C'est la première étape de la construction européenne, on est 5 ans après la Seconde Guerre mondiale. Je vous lis le discours de l'horloge de Robert Schuman. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. L'action entreprise doit, au premier chef, toucher la France et l'Allemagne. Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune, dans une organisation ouverte à la participation des autres pays d'Europe. La mise en commun des productions de charbon et d'acier assurera immédiatement l'établissement des bases communes de développement économique, première étape de la fédération européenne. La solidarité de production qui sera ainsi nouée manifestera que toute guerre entre la France et l'Allemagne devient non seulement impensable, mais matériellement impossible. Alors qu'est-ce qui est intéressant dans ce texte? Plusieurs choses. Alors premièrement, il vous donne les motivations de l'Europe et pourquoi créer l'Europe. Donc la première chose, c'est empêcher, c'est dit à plusieurs reprises dans le texte, c'est empêcher une nouvelle guerre entre la France et l'Allemagne. La France et l'Allemagne se sont déjà affrontés en 1870, la France avait perdu l'Alsace-Lorraine. Ils se sont affrontés en 1914 durant la Première Guerre mondiale, la France a récupéré l'Alsace-Lorraine, et ils se sont affrontés une troisième fois en 1939, c'était la Seconde Guerre mondiale. Donc, l'idée de Robert Schuman, c'est d'empêcher une quatrième guerre entre la France et l'Allemagne. Alors pourquoi cela? Eh bien, ça se voit peut-être à son nom, Robert Schuman. Robert Schuman, il est le député de Metz, c'est en Alsace-Lorraine. Et Robert Schuman, il a une histoire un peu compliquée. Hein. L'Alsace-Lorraine a changé plusieurs fois de nationalité au cours du XXe siècle. Il a fait ses études allemandes. Il est redevenu français en 1918. Il a connu une occupation allemande en 1939. Et donc lui, qui vit dans une région frontalière qui a été un sujet d'affrontement entre la France et l'Allemagne, aimerait bien trouver une solution à ce problème-là. Alors ça, c'est la motivation. Trouver une solution pour le conflit franco-allemand. Alors il n'y croit pas du tout à une paix, ça ne suffit pas de parler. La solidarité de production sera ainsi nouée, manifestera que la guerre entre la France et l'Allemagne devient non seulement impensable, mais matériellement impossible. Il faut faire en sorte que la paix soit définitive entre la France et l'Allemagne. Dire nous voulons la paix, ça ne suffit pas. Alors quelle solution propose-t-il? Eh bien il propose de mettre en commun les productions de charbon et d'acier. Alors pourquoi le charbon et l'acier? Donc d'abord le charbon, c'est la principale énergie en 1945, et puis l'acier, c'est ce qui permet de fabriquer les obus, les canons, les chars, et donc s'il n'y a plus d'industrie française, mais s'il n'y a plus d'industrie allemande du charbon et de l'acier, mais une industrie européenne mise en commun, eh bien on peut supposer que même si la France et l'Allemagne ne voulaient plus se faire la guerre, eh bien de toute façon elles n'y arriveraient plus, puisqu'elles n'ont plus les moyens matériels pour empêcher cette guerre-là. Donc, premier objectif,
la réconciliation franco-allemande. Mais il donne un objectif à plus long terme, il le dit. Elle ne se fera ni d'un coup ni dans une première construction, elle se fera par des réalisations concrètes, d'abord une solidarité de fait, donc placer la production, mais il vous dit ensuite, la mise en commun des productions de charbon et d'acier assurera immédiatement l'établissement des bases communes du développement économique, première étape, donc il y en a une deuxième, de la fédération européenne. Donc première étape, une unité européenne entre les deux pays, la paix entre la France et l'Allemagne, mais à long terme, donc ça il le dit, ce sera fait immédiatement, mais à très long terme, alors lui il pense à l'échelle de une génération, 2 générations, 3 générations, il faudra créer une fédération européenne. Alors des fédérations, vous en connaissez dans le monde, il y a les États-Unis, la fédération américaine, il y a la Californie, le Texas, le Nebraska, l'État de New York. Et bien de la même manière que les États-Unis sont 50 États unis en Amérique, et bien l'Europe sera 27 ou 6 ou 30 pays de l'Europe unis dans une fédération. Alors le nom n'est pas écrit dans le texte, mais c'est un très grand écrivain français qui s'appelle Victor Hugo qui a proposé le nom de cette fédération européenne. Il appelle ça les États-Unis d'Europe, par analogie avec les États-Unis d'Amérique. Donc, on résume ce texte qui est très compliqué. D'abord, pourquoi avoir créé l'Union européenne après la Seconde Guerre mondiale? Parce que justement, le but de l'Union européenne, au départ, c'est d'empêcher un troisième conflit entre la France et l'Allemagne. Deuxième idée, comment arriver à cela? Eh bien, en mettant en commun, au sein d'institutions européennes, la production de charbon et d'acier. C'est pour ça que la première institution européenne qui va être créée, c'est en 1951, s'appellera la CECA. CECA, c'est pas un nom très poétique, mais ça veut dire Communauté européenne du charbon et de l'acier. Donc la CECA, qui va réunir finalement 6 pays, est créée juste après ce discours-là. Et puis troisième idée, c'est le sentiment que ce n'est qu'une première étape et qu'on arrivera plus ou moins un jour à créer un État européen, comme il existe un État américain, un État belge, un État chinois. Il y aura un État qui s'appellera États-Unis d'Europe. Alors, on s'arrêtera là pour un cours de troisième. On pourra aller beaucoup plus loin si on était en terminale, au lycée. On pourrait réfléchir notamment à quels sont les pays envisagés pour adhérer à cette union de l'Europe. Ça sera un thème plus tard pour les élargissements de l'Europe. Alors lui, il pense essentiellement à la France et à l'Allemagne. Il dira tout autre pays peut s'y rattacher. Mais si vous regardez les frontières de cette première Europe, alors on appellera ça soit la CECA, soit l'Europe des 6, puisqu'il y a 6 pays qui vont constituer cet ensemble. Mais regardez, je vous rappelle que nous sommes en 1951. Là, vous avez la France, et je vous rappelle qu'en 1951, l'Algérie est un département français. Donc quand il parle de la France, c'est la France avec son empire colonial. Donc il y aurait des choses assez amusantes à parler, si on avait à parler des frontières de l'Europe envisagées par Robert Schuman. Bon, on s'arrêtera là sur ce texte, ça suffit amplement. Alors, il y aura d'autres tentatives, celle-ci on va aller beaucoup plus vite. Il y a eu une tentative également de créer une CED, Communauté européenne de défense. Alors là, c'est un autre ministre français qui est René Pleven qui a proposé ça. C'était en 1950, le 24 octobre 1950, donc juste après la création de la CECA. Et l'idée est simple. Mesdames, messieurs, l'idéal de la sécurité collective vient de remporter en Corée une victoire. Les nations associées ont reconnu la nécessité de défendre la collectivité atlantique contre toute agression éventuelle. Et il dit que c'est dans l'esprit que le 9 mai, le gouvernement français a proposé à tous les pays européens de mettre en commun leur production de charbon et d'acier. Et il propose désormais la création pour la défense commune d'une armée européenne rattachée à des institutions politiques de l'Europe unie. Donc d'abord une CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier, et puis pourquoi pas une armée européenne qu'il appellerait la CED. Alors pourquoi cela? Il le dit dans le texte, il fait une référence à la Corée. Alors là c'est la deuxième raison, la deuxième explication de la création de l'Union européenne. Donc la première, la réconciliation franco-allemande, c'est acté avec la CECA, mais en 1950 il y a un autre problème. C'est la situation et l'affrontement entre deux blocs, le bloc américain et le bloc russe, les deux grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Tout ce qui est en rouge ici, c'est ce qui a été libéré et occupé par l'armée rouge, l'armée soviétique en 1945. Tout ce qui est en bleu, c'est ce qui a été libéré ou protégé par les Américains en 1945. Et donc vous avez deux blocs qui désormais s'affrontent, un bloc atlantique sous domination américaine et un bloc soviétique
qui correspond essentiellement à l'Europe de l'Est. Eh bien, mettez-vous à la place d'un pays comme la France. L'Union soviétique est très très proche de Paris. L'Union soviétique n'a jamais été aussi puissante, elle occupe la moitié de l'Europe, et des pays comme la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique ont terriblement peur de l'URSS dirigée par Staline. 1950, c'est pas une date anodine. 1950, vous avez une guerre qui éclate en Corée. La Chine et l'URSS soutiennent la Corée du Nord, les Coréens du Nord, pour envahir la Corée du Sud. Ce sera 3 ans d'une guerre interminable qu'on verra dans une autre vidéo. Mais voilà le contexte. Nous sommes dans une période de guerre froide entre les États-Unis et l'URSS, et il y a un conflit très chaud en Corée. La question est, et s'il se passait la même chose en Allemagne, en France, et que les armées américaines et russes s'affrontaient sur le continent de l'Europe de l'Ouest. Une des solutions proposées, c'était de défendre l'Europe de l'Ouest, c'était de constituer une CED, une communauté européenne de défense. Si vous regardez cette Europe des 6 qu'on a vu tout à l'heure, elle correspond en fait tout à fait à ces pays-là, une exception près qui est la Grande-Bretagne, on en reparlera plus tard, mais ça correspond globalement à tous ces pays qui sont sous occupation, sous domination, américaine. Alors finalement la CED ça ne marchera pas. Alors pourquoi ça ne marche pas? Parce que on est trop proche de la Seconde Guerre mondiale, et ici vous avez une affiche du Parti communiste français, qui est très hostile à la construction européenne, et qui dit, en moins d'un siècle, 3 invasions du militarisme allemand, donc 1870, 1914, 1939, tous les patriotes doivent exiger de rejeter la CED. Et puis derrière, vous avez un petit village qui a été brûlé, c'est le village d'Oradour, vous vous rappelez, 1945, 1944-45, les armées allemandes reculent et elles brûlent toute une série de villages, elles pendent des résistants, des patriotes sur le chemin du recul, notamment à Oradour-sur-Glane, qui est un véritable massacre. Et ici, vous avez les armées allemandes qui sont en train de menacer Oradour, et 5 ans après, vous voulez unifier l'Europe sous domination franco-allemande. C'est beaucoup trop tôt. Donc de fait, la CED ne sera pas ratifiée, elle ne sera pas adoptée. Alors il y aura une troisième étape, c'est 1957, on va aller plus vite. On va créer ce qu'on appelle la CEE, ou marché commun, c'est les deux noms qu'on peut leur donner. En fait, on va mettre en commun cette fois-ci non pas simplement le charbon et l'acier, mais toutes les productions industrielles, agricoles, mondiales. Alors la France propose son vin, ses produits agricoles, l'Allemagne va proposer ses produits industriels, la Hollande proposera autre chose, et donc vous avez ici ce qu'on appelle le marché commun, qui est très bien représenté par cette caricature. Alors le marché commun change de nom en 1992, il s'appelle désormais Union Européenne, il a fusionné avec l'ACK, ça y est, l'Europe est née. Alors si on faisait une rapide frise chronologique, d'abord 2 dates pour retenir le contexte, donc 8 mai 45, la fin de la Seconde Guerre mondiale, 1950, la guerre froide dans un contexte de la guerre de Corée, 1950, 9 mai, le discours de l'horloge de Schuman qui crée la CK, 1950-54, l'échec de la CED, mais c'est automatiquement pris en charge, remplacé par le traité de Rome qui fonde la CEE, puis le traité de Maastricht qui acte la transformation de la CEE en Union européenne. On reprendra ces dates un peu plus dans le détail. Ce qu'on retiendra ici surtout, c'est que voilà, il ne faut pas faire une histoire de la construction européenne linéaire. Il y a eu des succès, il y a eu des échecs, il y a eu des avancées, il y a eu des reculs, et en tout cas, même si Robert Schuman prévoit la création d'une fédération européenne, un État européen à très long terme, je dis c'est bon, à l'échéance de 100 ou 200 ans dans son esprit, eh bien, il n'y a pas de fin de l'histoire, on ne peut pas savoir comment cela finira. Alors, 3 idées à retenir en conclusion, s'il fallait retenir 3 idées. Donc l'Europe est une étape dans la réconciliation franco-allemande, c'est la première étape de la réconciliation franco-allemande. Deuxième idée, l'Europe est pressée et sa construction s'accélère avec la guerre froide, notamment les conflits avec l'URSS. Et puis troisièmement, il y a autant d'échecs que d'avancées dans cette construction européenne. L'histoire des échecs fait autant partie de l'histoire de la construction européenne que ses avancées. Alors je vous remercie de m'avoir écouté. On enchaînera sur un prochain chapitre sur l'affirmation de l'idée européenne. Merci à tous. D'ici là, ne cherchez pas les histoires, c'est moi qui vous en trouve. Au revoir à tous.